Oui, bonjour. Donc, je suis Andrés Litvak. Je travaille actuellement au CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, les mobilités et l'aménagement. C'est un établissement public qui dépend qui est sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion territoriale. Mais j'interviens aujourd'hui dans le cadre du projet Freevent, qui est un projet qui a été lancé en 2014 et donc par rapport à ça, par rapport à une vie professionnelle antérieure, donc sous le nom d'APEBAT. Comme l'a présenté donc Pierre précédemment, donc ce projet est un projet multipartenarial qui regroupe donc les différents partenaires qu'on voit ici sur le transparent. C'est un projet qui est piloté par ALIER. Anne-Marie Bernard donc, présentera donc, le bureau d'études ALIER, le bureau d'études EGE, AKO, APEBAT donc, pour lequel j'interviens, et ALDES, l'industriel ALDES. L'objectif de ce projet était de donner aux concepteurs et aux installateurs des clés de conception et de mise en œuvre pour les systèmes de surventilation et du confort d'été. Donc c'est ce qu'on appelait le projet Freevent, et qui, à travers qui a vu un projet de recherche et développement qui s'est déployé selon différentes tâches, une tâche d'état de l'art pour mettre en lumière un petit peu les connaissances et les pratiques au niveau international, et en ce sens, un état de l'art a été réalisé dans le cadre des publications de l'AIDC. Et puis également un travail de terrain avec un travail sur des opérations donc en France de monitoring et d'observation d'audit sur des bâtiments sur lesquels la surventilation a été appliquée. Donc, au niveau donc, de ma présentation sur l'optimisation de la performance thermique et du confort, il s'agit d'une présentation qui va poser les bases théoriques donc de notre approche. Les retours terrain seront présentés par Anne-Marie, et les recommandations et la présentation du guide par Nicolas Piot, donc d'EGE. Pardon. L'enjeu de la thématique de la surventilation est celle de phénomènes de canicules qui sont de plus en plus fréquents ces derniers temps, et des enjeux de surmortalité qui sont associés. Et on en vient à parler d'un véritable problème de santé publique. On a vu en France, il y a une quinzaine d'années, à l'occasion de la canicule de 2003, un taux de surmortalité d'environ 15 000 personnes. Et au Royaume-Uni, on a pu observer 80 000 admissions de patients jour par an liées au surchauffe dans les bâtiments. Donc ce sont de véritables enjeux de santé publique qui sont posés par ces problèmes de canicule. Et les bâtiments neufs ou rénovés qui ne sont pas climatisés peuvent venir présenter des problématiques de surchauffe estivale fortes, et c'est en ce sens que nous avons voulu voir comment donc traiter ce problème, dans le sens où dans une posture de transition énergétique et d'architecture bioclimatique avec des bâtiments passifs qui vont venir donc à se développer de plus en plus. La gageure ici revient à réussir à garantir, à fournir un confort d'été satisfaisant, tout en se passant de la climatisation pour résoudre l'équation confort versus consommation énergétique. En ce sens, donc, tous les résultats de nos travaux sont publiés dans un guide
un guide qui vient d'être mis en ligne qui est un guide en français et qui est disponible sur le site construction21.fr, donc qui est une plateforme libre d'accès, sur laquelle existe une communauté qui s'appelle Freevent, et sur laquelle donc vous pouvez, en vous connectant sur le site Construction 21 et en allant sur la communauté Freevent, télécharger le guide à l'adresse suivante qui est un petit peu compliquée, telle que vous la voyez là, mais qui, en suivant donc construction21.fr, et en allant sur la communauté thématique ad hoc, donc Freevent, vous pourrez la trouver très facilement. Alors, si on en vient maintenant à l'aspect technique, donc la question du déstockage thermique et le véritable enjeu, ça consiste en quoi? En gros, lorsqu'on a un bâtiment en soirée estivale qui est à 28 degrés, comment réussir à amener ce bâtiment à déstocker de la chaleur grâce à la nuit pour que le lendemain, ce bâtiment soit à une température confortable. Si on ne fait rien, ce bâtiment peut être encore très chaud. Si le déstockage est trop important, on peut avoir des phénomènes d'inconfort, de fraîcheur trop importante le matin. Donc, l'objectif, c'est de voir comment gérer ce déstockage thermique et voir quel est le potentiel de déstockage possible. Ce potentiel est défini comme l'écart de température entre la température d'ambiance et la température extérieure et qui est donc intégré sur la période de surventilation. Qui peut être regardé de manière instantanée ou moyennée sur la durée de cette surventilation. Ce potentiel d'écart de température s'exprime en degrés-heure selon le même principe que les DJU. On voit ici sur le graphe quels sont les potentiels, comment le potentiel peut être évalué. Entre donc une courbe en bleu de température extérieure et une courbe en rouge de température intérieure. Donc lors d'un phénomène lors d'une période de canicule, et on peut voir qu'en fonction du moment de la durée de la surventilation, de l'enclenchement donc de la surventilation, on peut avoir un potentiel plus important qu'un autre. En gros, c'est la zone qui apparaît ici colorée en vert. Donc tout l'enjeu d'un dimensionnement correct de la surventilation estivale va consister à identifier le potentiel de déstockage thermique d'un bâtiment à travers l'analyse du site du bâtiment et des contraintes climatiques associées. Alors pour cela, comme je le disais en introduction, l'objectif, c'est la problématique, c'est de résoudre l'équation entre confort et consommation énergétique. C'est pour cela que par rapport à l'entrée performance énergétique de cette problématique, nous nous appuyons sur un coefficient qui est le coefficient EER, qui s'exprime, donc l'Energy Efficiency Ratio, et qui en français est le coefficient d'efficacité frigorifique. Donc c'est le rapport entre l'énergie de rafraîchissement qui est créée par rapport à l'énergie électrique nécessaire pour créer ce rafraîchissement. C'est tout simplement le même concept que le COP pour les pompes à chaleur.
donc appliqué ici à une approche de rafraîchissement. Pour la ventilation naturelle, il n'y a pas d'énergie électrique, donc le ER est infini. Et pour la ventilation mécanique, on se situe généralement entre un ER entre 4 et 10. Simplement, donc cette approche permet donc de mesurer, de quantifier la performance énergétique du dispositif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'important, c'est le déstockage et le confort qui va être associé. Donc, on ne cherche pas forcément un bon ER systématiquement. Il faut associer le couple EER et déstockage de manière à obtenir le meilleur compromis possible. Et cette optimisation doit être faite en tenant compte de tous les enjeux de confort qui sont liés à la surventilation, à la fois en termes de température, avec les problématiques de surchauffe possibles due à la canicule, ou comme je le disais tout à l'heure, de fraîcheur qui peut être importante le matin si les stockages étaient trop importants. Ensuite, le fait d'activer la surventilation et notamment en ouvrant avec des ouvertures qui donnent sur l'extérieur peut créer des problématiques de gêne acoustique et également des problématiques de vitesse d'air résiduelle qui peuvent générer de l'inconfort. Donc tout cela nous amène à avoir une approche d'architecture bioclimatique qui caractérise à la fois, qui optimise à la fois les notions de confort et de performance énergétique. Alors le confort thermique, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui de la présentation, il fait l'objet de normes de confort. Il est caractérisé selon l'activité, le niveau d'habillement et par rapport à des paramètres de confort adaptatif, des grandeurs de température et hygrothermiques. Généralement, on considère que ces niveaux de température sont entre 27 et 28 degrés en confort d'été. On va définir donc le nombre d'heures acceptables au-delà du seuil d'inconfort, et c'est ce qui va être un paramètre permettant de caractériser l'inconfort, à la fois donc par rapport à des dépassements de température, mais également avec cette problématique d'inconfort avec de fraîcheur le matin. Et on va également, par rapport à le fait que le bâtiment soit occupé ou non, la surventilation, les débits de surventilation peuvent engendrer des vitesses excessives d'air qui peuvent elles-mêmes créer des situations d'inconfort, ce qui fait que l'occupation du bâtiment est un paramètre important par rapport à ça. Alors, on va passer en revue, mais rapidement, au niveau, donc, pour le confort acoustique, lorsque les locaux sont occupés pendant la surventilation, il peut y avoir des problèmes donc en ventilation naturelle de zones d'exposition au bruit vis-à-vis des ouvertures des baies. En mécanique, le bruit d'équipement et les vitesses d'air peuvent engendrer une gêne. Pour les locaux inoccupés pendant la surventilation, donc c'est le voisinage en fait qui peut engendrer une gêne acoustique. Et dans tous les cas, dans le cas où des grilles de transfert d'air sont nécessaires pour assurer le balayage des locaux, la nécessité d'installer des systèmes d'interphone. Un autre aspect, c'est celui qui est lié à la qualité de l'air, puisque la surventilation, en augmentant le taux de renouvellement d'air, a un impact sur celle-ci, un impact positif dans le sens où, dans le cas où l'environnement n'est pas pollué, donc on a une dilution accrue des polluants intérieurs, donc ce qui va dans un sens positif.
Mais par contre, dans le cas où l'environnement extérieur peut être pollué, donc des zones industrielles ou de trafic routier ou d'aéroport, et dans ce cas, la nécessité de prévoir une filtration et donc de passer en ventilation mécanique, et ce qui peut avoir un impact sur la performance énergétique. Au niveau de l'exposition au bruit et de la qualité de l'air intérieur, il est possible de cartographier, d'avoir des ressources en termes de cartographie, donc des cartes qui sont fournies par les grandes municipalités pour l'exposition au bruit, ou sur, donc là par exemple, les cartes publiées sur le site prévert.org sur un certain nombre de polluants. Donc, par rapport à la problématique de trouver d'architecture bioclimatique et de trouver ce compromis entre la performance énergétique et le confort, le challenge de la surventilation va consister à décharger donc en une courte nuit d'été peu fraîche toute la chaleur accumulée en une longue journée chaude, puis de conserver cette fraîcheur le plus longtemps possible. Donc, on va le voir à travers les graphes. Les leviers d'action sont nombreux de conception architecturale, avec des protections solaires, avec l'importance de l'inertie thermique et la position de l'isolation, avec la hauteur de tirage vis-à-vis de la stratification de l'air chaud et la limitation des charges internes. Alors, par exemple, pour la limitation des charges internes, nous avons ici des simulations qui ont été faites sur des bâtiments, où on peut voir donc par rapport à l'énergie accumulée par jour, donc sur les trois histogrammes là, sur la gauche, que en fonction des cas, les apports peuvent représenter près de 50% de l'énergie accumulée. Donc, il est important de pouvoir, avant de dimensionner une installation de surventilation, de voir quel est le potentiel du bâtiment en fonction de son utilisation, de manière à ensuite voir quels sont ensuite les gisements de rafraîchissement qui sont possibles sur ces bâtiments. Donc là, des simulations ont été faites dans le cadre de nos travaux pour donner cette première approche qui est une pré-approche en fait, qui permet de cerner les enjeux avec des ordres de grandeur. L'idée étant ensuite d'affiner par des calculs plus fins le potentiel de déstockage. Au niveau de l'inertie thermique et de l'isolation, les notions de déphasage et d'amortissement sont essentielles. On voit ici, par rapport à deux types de construction, donc une construction en mur lourd et une construction en mur léger. On va privilégier naturellement la forte inertie de l'enveloppe extérieure, qui permettent d'avoir un déphasage plus intéressant et une température au petit matin qui soit plus intéressante. Simplement, comme je le disais précédemment, il faut aussi adapter la conception par rapport à l'utilisation des locaux, que ce soit en tertiaire ou en habitat. On a une utilisation différente. En général, dans le tertiaire, les bâtiments sont inoccupés pendant la surventilation, et dans l'habitat, les gens dorment pendant la nuit, donc occupent les locaux, et donc il y a une adéquation à avoir entre l'inertie et les modes d'inertie et d'isolation thermique associés par rapport au résultat que l'on veut obtenir et à quel moment on veut obtenir le meilleur résultat. On voit ici sur ce graphe, donc en vert, la température extérieure,
en violet la température intérieure avec une forte inertie et en bleu la température intérieure avec une faible inertie, qu'on a des comportements différents, avec des déphasages qui sont différents, et en fonction de l'occupation des locaux, on va être amené à avoir une optimisation à faire. Un autre phénomène est celui donc de la stratification avec la hauteur de tirage. Le tirage thermique donc, est le moteur hein, dans le cas de la ventilation naturelle. Et la stratification de l'air chaud est importante puisque en fonction de la zone d'occupation, on pourra avoir, comme on peut le voir sur le graphe, une zone d'occupation qui peut être à une température élevée lorsque la hauteur de tirage est faible, ou inversement, si la hauteur de tirage est importante, l'air chaud montant, on aura une température beaucoup plus confortable dans ce deuxième cas. Enfin, au niveau des débits de surventilation à mettre en œuvre, donc ils dépendent principalement du site géographique et du potentiel de rafraîchissement qu'il offre. Nous avons réalisé dans le cadre des travaux Freevent des simulations sur des bâtiments identiques modélisés à Mâcon et à Montpellier, donc pour deux climats différents. Et on a pu démontrer qu'on avait un meilleur résultat en termes de déstockage pour un taux un débit de surventilation de 1 volumeur à Mâcon, alors que 4 volumeurs étaient nécessaires à Montpellier. Donc on a un rapport de 1 à 4 en termes de débit de surventilation. Et en général, on observe à travers l'état de l'air qui a été réalisé un ordre de grandeur de 2 à 6 volumeurs en termes de taux de renouvellement d'air pour assurer un niveau de confort satisfaisant. On voit ici ce qu'on disait sur le bâtiment de Montpellier en rouge et sur le bâtiment de Mâcon en vert. Qu'on a donc par rapport aux zones qui sont coloriées, si on cherche un niveau de ventilation de confort à 27 degrés, la zone assurée ici, on a un rapport quadruple quasiment entre Mâcon et Montpellier en termes de déstockage. Et ici, on a fait des simulations complémentaires et on peut voir que donc en faisant varier le taux de renouvellement d'air et la position donc géographique, la situation géographique du bâtiment, on pouvait avoir des résultats qui variaient d'un rapport de 1 à 4 en fonction des bâtiments. Et là, par exemple, également sur ces mêmes modélisations, donc si on est sur un taux de renouvellement d'air que je dirais classique, ventilation hygiénique, ou si on passe à un taux de surventilation à 3 volumeurs ou à 6 volumeurs, on a l'indicateur d'inconfort, donc le nombre d'heures annuelles d'inconfort passe de plus de 720 heures par an à 83 heures par an, donc ce qui est assez significatif en termes de gains pour un même bâtiment. Là, il s'agit de modélisation, donc c'est pour un bâtiment à Toulouse. Voilà, donc au niveau de la conception, donc pour résumer un petit peu l'intervention, les points clés de la réussite pour la surventilation sont une conception amont bioclimatique. La surventilation ne compensera pas une mauvaise gestion des apports externes et internes. Donc tout ça doit être étudié en amont, mais la surventilation ne viendra pas résoudre un problème liés aux apports importants, qu'ils soient externes ou internes. Le dimensionnement doit être fait en tenant compte des critères de confort.
Et enfin, l'implication du maître d'ouvrage et du mainteneur ainsi que des utilisateurs dans les premières années est essentielle pour affiner le fonctionnement. On sait tous que un bâtiment est un objet complexe à utiliser et qu'il faut affiner sa connaissance à la fois au niveau de l'exploitation et au niveau des occupants pour pouvoir optimiser les résultats en termes de confort et de facture énergétique. J'en ai fini avec ma présentation, donc qui est une présentation théorique. Donc on peut ouvrir les questions si on en a encore le temps. Simplement, je réitère le fait que le guide qui récapitule les résultats de nos travaux est disponible et téléchargeable sur le site de Construction 21. Je vous remercie pour votre attention et donc je reste tout à fait disponible évidemment à répondre à vos questions.